Bonjour à tous. Alors que je m'apprêtais à faire une conférence sur la mémoire et le pardon, la mémoire et le souvenir, notamment à travers saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Aristote, je me suis souvenu que la société dans laquelle nous vivons n'a pas de mémoire. Que fondamentalement, l'un des problèmes que nous avons dans notre monde, dans notre civilisation, c'est que tout passe. Nous sommes la civilisation du swap. Et que, fondamentalement, une actualité n'existe que au moment où elle existe. Et à peine a-t-elle disparu de nos écrans qu'elle a disparu de nos cerveaux et qu'elle a disparu de notre système éducatif, de notre système législatif. Ainsi, les lois que nous prenons sont-elles sous le coup du pathos. Et ici, je pense à cette surveillante, dramatiquement tuée au moment où je fais cette vidéo, par un garçon de 14 ans, où le Premier ministre y va de sa petite phrase sur la nécessité de légiférer, où chaque drame est l'occasion de légiférer, pour autant qu'il existe encore, car passé quelques semaines, il n'existe plus et plus personne n'en parle. Et je crois que c'est l'un des drames épouvantables de notre société d'être un monde touché par une forme de maladie sénile, de maladies neurodégénératives absolument catastrophiques. Nous n'avons plus la mémoire des événements et nous ne réagissons que sous le pathos, société TikTok, tandis que le logos d'Aristote, la phronésia, qui est la vertu de prudence, la raison, sur laquelle étaient jusqu'ici fondées les sociétés, n'existe plus. Avons-nous encore le droit de parler, par exemple, des émeutes post-match qui ont eu lieu il y a quelques semaines après cette rencontre entre le PSG et l'Inter Milan? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que YouTube, les algorithmes, nouvelles dictatures, vont permettre qu'on en parle? Ou est-ce que, concrètement, ça va être relégué aux oubliettes? Est-ce que la vidéo va faire l'objet d'une promotion, comme si, il fallait, pour être promu, être toujours dans les thèmes de l'actualité, réagir à chaud et surtout ne pas se laisser le temps de la réflexion. Le problème, c'est que la vie n'est pas un swap TikTok et un état n'est pas un algorithme et qu'un état se nourrit du temps qui passe, du temps qui se discerne, c'est le discernement d'Aristote, il se nourrit à la fois de la némé, ce qu'on va appeler chez Aristote la némé qui est la mémoire, ce qui vient, l'image qui vient, et aussi de l'anamnésia, qui est la capacité que j'ai à venir interroger le passé pour pouvoir adapter mon comportement à travers la phronésia. Dans ces émeutes post-match, je prends le risque de vous en parler alors que l'actualité ne s'y intéresse plus vraiment. Mais quand même, chaque année, après certains matchs de football, les scènes se répètent. Cris de joie, feux d'artifice, puis voitures incendiées, vitrines brisées, jets de projectiles, force de l'ordre débordée, et on a franchi un cap lorsque, comme cette fois, il y a des morts. Le lendemain, la même rengaine politique. Minorité violente, tolérance zéro, les responsables seront punis. Et puis, je vous le disais, plus rien. Jusqu'à la prochaine fois. Mais s'arrêter là, c'est prendre l'émeute pour un incident. Un simple accident dans une société globalement en ordre. L'accident, selon Aristote, c'est ce qui intervient par hasard, qui n'est pas dans l'ordre des choses. C'est une anomalie dans un monde ordonné. Mais si l'émeute, au contraire, était un symptôme, non pas d'un excès de violence, mais d'un manque de sens, non pas une rupture, mais l'expression d'un désaccord plus profond. Je vous propose d'écouter ce que ces émeutes nous disent, non pas sur le sport, mais sur l'État, l'autorité et le lien social. L'émeute, je vous le disais, est un symptôme. Elle est le symptôme du corps social qui parle par crise. Elle n'est pas un simple chaos, elle est une forme de langage, brut, confus, violent, mais réel. Les sociologues l'ont souligné. Une émeute n'est pas une action politique classique, ça n'est pas une revendication claire. C'est un cri sans discours, une parole cassée, portée, souvent, par ceux qui ne trouvent plus leur place dans les formes habituelles du débat. Durkheim parlait d'effervescence collective. Il disait « Les sociétés ont besoin de rites pour se sentir unies, faites,
processions, rassemblements. Or, dans une société sécularisée, technicisée, atomisée, que reste-t-il? Souvent le sport de masse, devenu une nouvelle religion. Le match devient un moment d'identification intense. On n'y regarde pas une équipe, on s'y fond, on s'y projette, on y déverse son besoin d'appartenance. Rappelons ici Aristote, pour qui la société est une communauté de destin. Nous formons, à travers le sport, une communauté de destin. Nous avons tous les yeux rivés sur une équipe avec laquelle nous nous confondons volontiers. Mais quand le débordement ne trouve plus de cadre symbolique, il se retourne contre la ville elle-même. Et c'est alors l'émeute qui devient le vrai match. C'est-à-dire que fondamentalement, vous avez une prolongation, cette troisième mi-temps, si je puis dire, dans la ville. Le match, qui est un instrument de régulation, devient ici une fusion avec le réel. Il se confond. Le réel devient le match, là où tout à l'heure, le match était une projection du réel. Le moment où je me sens fort, j'ai un territoire, un groupe, et finalement un adversaire, j'existe. Cette explosion ne serait rien si elle rencontrait en face une autorité forte, juste, légitime. Mais que constate-t-on? Que quand l'émeute survient, l'État recule. Pas toujours physiquement, mais symboliquement. Il condamne, puis il oublie. Et ici, comment ne pas penser à Hobbes, qui au XVIIe déjà affirmait que l'État est né par essence pour mettre fin à la guerre de tous contre tous. Et pour cela, il fallait que le souverain soit craint. Pas aimé, pas populaire, mais craint, respecté, légitime. Mais aujourd'hui, qui respecte encore l'État? Qui a peur de sa réaction? Quand la police devient une cible, quand les lois deviennent des suggestions pour les uns, mais des obligations pour les autres, quand les sanctions ne sont plus appliquées, c'est la chute de la parole d'autorité. Et Hannah Arendt nous avertissait, le pouvoir n'est pas la violence. Le pouvoir, c'est l'adhésion. Quand plus personne ne croit à ce que dit le pouvoir, il ne reste que la force nue, et même celle-ci finit par être contournée. De fait, Robert Castel parlait de l'insécurité sociale. Celui qui ne vient pas de la rue, mais du sentiment d'abandon. Ne plus avoir sa place, ne plus être reconnu, ne plus se sentir protégé, ni représenté. Alors certains retournent leur colère contre l'espace public. Ils brûlent ce qui symbolise une société qui ne les voit plus. Pierre Bourdieu décrivait la violence symbolique comme cette force douce qui s'exerce par le regard, par le mépris, le déclassement. Le problème, c'est que quand cette violence devient insupportable, elle se transforme en violence réelle. La violence symbolique devient la violence réelle. Et l'émeute ne dit pas « je veux renverser la République ». Elle dit « je n'y crois plus ». C'est bien pire, en réalité. Vous avez affaire à un groupe, à des groupes qui défient la République et d'une certaine façon qui, tels des enfants, se heurtent à ses limites en disant « mais au fond, je vais repousser ces limites de plus en plus loin. Vas-tu m'arrêter ?» D'une part, et d'autre part, puisque la réponse est non, je te signifie que je ne crois plus en ton autorité. Nous avons affaire à ces phénomènes en famille, où pour fabriquer des enfants violents, il suffit de ne pas poser de règles. Pour former des enfants violents, pour formater des enfants violents, il suffit de ne plus avoir ce cadre protecteur et de les laisser venir confronter nos limites. Et moins nous en aurons, plus ils seront violents, jusqu'au jour où nous dirons « je ne crois plus à ta capacité à pouvoir fixer des règles et je ne te reconnais plus comme protecteur ». C'est la même chose avec l'État. C'est la même chose au sens où, je l'ai dit tout à l'heure, Hobbes, clairement, avait analysé ce concept selon lequel, clairement, c'était la violence légitime de l'État. Pour le dire autrement, l'État était né pour mettre fin à la guerre de tous contre tous, et il fallait que l'autorité du souverain soit crainte, il fallait qu'on ne recherche pas la popularité, comme les parents ne doivent pas chercher à être populaires auprès de leurs enfants. Ils doivent, dans un premier temps, nécessairement passer par cette crainte. Dans l'éducation de l'enfant, il y a nécessairement un moment où l'autorité doit s'imposer comme quelque chose de non négociable, comme quelque chose de non discutable. Ensuite, la question de l'amour va pouvoir alors se poser,
et que l'enfant comprenne que c'est à travers la règle et la contrainte que j'aime. Une contrainte juste, mais une contrainte. Il ne s'agit pas d'une contrainte arbitraire, mais d'une contrainte au contraire, parfaitement juste et au service de l'éducation de l'enfant, comme la contrainte juste est au service de la paix civile. Et on voit bien ici, à travers ce profil des primo-délinquants, à travers ce profil tout à fait incroyable de gens qui étaient là et qui ont saisi une opportunité, des gens qui sont descendus dans la rue et qui n'ont donc plus de notion de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est interdit, qui est défendu. Il ne me viendrait pas à l'esprit, ni à aucun de mes enfants, de venir dans un groupe, dans une manifestation, lancer des tirs de mortier contre des policiers et dire « Oh ben je l'ai fait sans réellement savoir », eh bien avec un enthousiasme qui était celui de la fête. On voit que là, on descend au contraire dans la rue pour venir se confronter à l'autorité. On cible l'autorité sans même réaliser que celle-ci est ciblée. Et ce qui a été dit à la barre du tribunal devient tout à coup intéressant. Lorsque l'on dit « Non mais moi je n'avais pas ciblé, je n'avais pas réalisé qu'ils étaient policiers. Voici que je ne suis même plus capable d'identifier le régalien. Voici que dans une espèce d'effervescence populaire, je me retourne contre l'institution sans même que je comprenne quelle est, un, institution, et deux, quelle est la force et le pouvoir régalien. Et donc, c'est très intéressant, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On vient voir que je viens me confronter aux limites de la République, et je ne les trouve pas. Je ne les trouve pas. Et c'est le véritable drame. Drame, parce que je vous le redis, l'émeute ne dit pas « je veux renverser la République », elle dit « je n'y crois plus ». Je n'y crois plus, et elle dit « chiche ». Elle répond en quelque sorte à Emmanuel Macron qui dit « qui viennent me chercher ». C'est ce qu'elle fait, l'émeute. Elle vient le chercher. Et elle vient chercher chaque représentant de l'autorité. Le problème, c'est qu'elle ne le trouve pas. Or, il faudrait qu'elle le trouve. Pour qu'il y ait rétablissement d'une paix sociale, il faudrait qu'elle le trouve, et qu'elle le trouve fermement. Qu'il y ait une réponse en face. Et de long en long, il y a de moins en moins de réponses. Alors pourquoi est-ce que le sport catalyse ces éruptions? Mais parce que, dans le monde qu'on va qualifier de fragmenté, le sport est un des derniers récits collectifs accessibles. C'est l'un des rares endroits où on peut dire « nous » avec fierté. C'est le rare endroit, encore, où on fait société. Rappelez-vous, lorsqu'on parle du championnat du monde, en 98, je crois, on dit « Ah, mais c'est cette populaire, on a fait société ». C'est intéressant, le sport comme société. Nous avons gagné, nous avons été volés, nous avons été humiliés. C'est ça, le sport. Et Brodillard disait que nous vivons dans un monde de simulacres. Et qu'est-ce que j'aime ce mot? Les symboles remplacent les réalités. Le match devient alors une guerre simulée. L'émeute, sa prolongation hors cadre. Guy Debord parlait de la société du spectacle. Un monde où tout devient représentation. L'émeute devient un spectacle, tout comme la politique. Elle n'a plus besoin de cause. Elle se suffit à elle-même comme un feu de joie. Et lorsque l'État dit « je vais interdire les réseaux sociaux », parce que c'est par les réseaux sociaux que tout cela se réunisse, il y a une part de vrai là-dedans. Mais pas plus que la politique. La société du spectacle, elle est présente partout. Et en premier lieu, en politique, où la vision compte moins qu'être vue. La société du spectacle, c'est celle qui fait venir parler Macron avec des jeunes ou comme des jeunes. C'est celle qui fait danser Blanquer. C'est celle qui fait dire à Castaner que le président parle comme les Français. C'est celle qui fait mettre en scène Emmanuel Macron sur TikTok. C'est celle d'une société dans laquelle, eh bien, il y a du simulacre comme unique réponse à la crise. Un monde de simulacre, pour reprendre Brodillard. Il n'y a plus besoin de cause pour se montrer au sens étymologique, au sens philosophique. La cause n'importe peu. Je ne me montre plus parce que j'incarne une cause. Je me montre parce que je me montre. Et que l'important, c'est de voir. C'est de me voir. Et dès lors, l'émeute, je vous l'ai dit, devient aussi un spectacle. Elle n'a plus non plus besoin de cause. Elle se suffit à elle-même exactement comme l'homme politique qui se met en scène, se suffit à lui-même. Ce qu'il compte, ce qu'il dit ne compte pas. Ce qui importe, c'est qu'il montre, se montre. Et dès lors, l'émeute devient un feu de joie obscur. Ni plus ni moins. Et face à cela, l'État parle. Il tweete. Il déplore. Il condamne. Mais le problème, c'est que le Verbe se fait chair et il est habité parmi nous. La parole n'a de sens
que si finalement elle s'incarne à travers une réalité. Sinon, il y a un décalage. La parole des parents, elle est souveraine lorsqu'elle a un prolongement actif. La menace sur l'enfant, elle doit toujours être suivie d'un effet. Sinon, ça devient une parole en l'air. Et il n'y a rien de pire que la parole en l'air, exactement comme la promesse en l'air. Et on pourrait d'ailleurs discuter de ce point en disant qu'on peut s'interroger sur le fait que l'État est celui qui a une parole en l'air et une promesse en l'air. La promesse de rétablissement de l'ordre, la promesse de rétablissement de la prospérité, la promesse de zéro SDF. Nous vivons dans un état de promesse qui n'en tient aucune. Et nous vivons dans un état de parole qui n'en tient aucune. Et l'État, ainsi, perd sa souveraineté. Il ne redonne pas de sens aux lois, il ne dit plus ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui n'est pas négociable. Et c'est cela, le véritable drame. Une société qui ne tient pas par la force, elle tient par le respect, librement consenti, d'un ordre commun. C'est le contrat social de Rousseau. Le problème, c'est que quand elle ne tient plus par la force et qu'elle ne tient plus par le respect, alors elle ne tient plus du tout. Et nous n'avons plus de société parce que nous n'avons plus de communauté de destin. L'État veut lutter contre le communautarisme, mais il ne peut pas faire autrement que favoriser le communautarisme, puisque, par définition, la nation, qui était la première communauté de destin, si on reprend Ernest Renan, eh bien, disparaît, puisque la contrainte légitime n'existe plus, et que le respect librement consenti, la délégation, n'existe plus. La seule chose que puisse faire l'État, c'est être fort avec les faibles. Et c'est exactement ce qu'il fait lorsqu'il vient ici proposer d'interdire à 15 ans les réseaux sociaux, lorsqu'il vient, encore une fois, être dans la société de simulacre, lorsqu'il s'en prend aux gilets jaunes pour faire des exemples. C'est exactement ce qu'il fait. Le respect disparaît, il ne reste que la peur ou le cynisme. Et le problème, c'est que le cynisme ne construit rien. Et la peur, le problème, c'est que lorsqu'elle elle-même n'existe plus, vous ne pouvez plus avoir de construction. Alors que disent ces émeutes post-match? Elles disent que nous n'avons plus de mythe commun, que l'autorité ne parle plus une langue crédible, que certains se sentent absents du contrat social et ne se sentent ni respectés ni aimés par l'État. C'est la fin de l'État-providence, en somme. Ce n'est pas seulement l'ordre qu'il faut restaurer, c'est le sens de l'ordre. Et ni les caméras, ni les arrestations massives, ni les déclarations de fermeté ne pourront l'apporter. Et je vais vous dire, même pas, au fond, les condamnations à des peines de prison, condamner des primo-délinquants à des peines de prison ferme, ne résoudra rien. Ça aggravera le mal. Et en même temps, les condamner à des peines de sursis uniquement ne résoudra rien non plus. Si nous n'avons pas derrière une reprise en main du pouvoir régalien, ce qui n'est pas pour tout de suite. Merci d'avoir suivi ce pas de côté. C'est une vision différente de l'actualité que nous essaierons de long en long de nourrir pour prendre le temps du temps.